Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, je suis chez Lucie. Bonjour. Salut Lucie. Salut. Ça va ? Ça va. Première fois derrière un micro ? Deuxième fois. Deuxième fois. Deuxième fois, ouais. Ça va, j'ai affaire à une semi-pro du coup. On est bon. Ouais, on va dire ça. Bon, trop bien Lucie, tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Ouais, bah alors du coup, moi je m'appelle Lucie. Je viens de Dijon et je suis expat ici depuis 3 ans et demi maintenant. Donc banlieue parisienne. J'ai un petit peu les bobos comme certains peuvent me qualifier. Et du coup, bah, je travaille dans un hôtel Gare de Lyon. Hôtel Gare de Lyon. T'as 29 ans, c'est ça ? Et j'ai 29 ans. Ok. Bon. Eh ben écoute, trop bien Lucie. Si on rentre dans le vif comme d'hab, pour toi, ça veut dire quoi l'échec aujourd'hui ? C'est quoi ta vision de l'échec ? Ma vision de l'échec, c'est tu te poses un objectif ou quelque chose que tu veux faire et que tu n'y arrives pas. Clairement. C'est t'as un projet de travail mais que tu peux pas faire. C'est un projet de voyage mais du coup que tu peux pas le faire non plus. Et du coup, pour moi, l'échec va avec la frustration aussi de pas réussir à faire ce que tu veux faire. Ok, la non-atteinte d'objectif. Non ? Ouais, voilà. Ok. Très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un échec un peu particulier. Je vais juste contextualiser un petit peu, puis comme ça, tu vas pouvoir, toi, expliquer comment tout ça s'est apparu, puis après, on va un petit peu plus creuser cette partie-là. Quand on s'était appelé, du coup, tu m'as dit qu'en fait, suite à un burn-out, à l'époque, tu as développé donc une anorexie. C'est ça, ouais. Voilà. J'ai été diagnostiquée anorexique, ouais. Ok. Et donc, bah, si tu peux nous raconter un petit peu, voilà, comment ça s'est arrivé, quels étaient un petit peu les premiers pas avec ça, enfin, alors comment tu t'es sentie au début ? C'est vaste comme situation. L'anorexie, il faut savoir que c'est qualifié d'une maladie d'adolescent. Donc, maladie taboue aussi, parce que c'est une maladie, ça faut pas se le cacher. Ça a commencé en fait petit à petit. Il y a quelques années de ça, j'étais ronde. Je faisais quelques kilos en plus, on va dire, par rapport à maintenant. Et puis, j'ai été aidée pour pouvoir les perdre. Et puis, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux qui fait que plus tu perds du poids, bah, plus c'est une victoire, et ainsi de suite. Et en fait, il y a quelques années aussi, j'ai déménagé du coup sur Paris. Je me suis retrouvée propulsée dans cette jungle urbaine, on va dire, dans un boulot que je ne connaissais absolument pas, avec des gens que je ne connaissais pas. Donc tout ça a fait qu'en fait, au bout d'un moment, bah, ça a explosé dans tous les sens, quoi. Ça a été perte de contrôle, on va dire, de ma vie. Et la seule chose que je maîtrisais, c'était la nourriture. Et donc en fait, maîtriser la nourriture, pour moi, c'était maîtriser ma vie. Donc en gros, j'ai toujours l'exemple en fait du cheval dans un pré. Au début, quand tu le lâches, il est complètement perdu. Puis petit à petit, il va resserrer son cercle de vie pour pouvoir maîtriser et se rassurer. Et ben, l'anorexie, c'est ça en fait. Tu maîtrises la nourriture qui va te permettre de te rassurer dans ta vie. Et du coup, moi, ça me rassurait par rapport au travail que je faisais, par rapport à la vie ici, et ainsi de suite. Et c'est une chose que en tant que personne, tu ne vois pas venir. Parce que petit à petit, du coup, en fait, tu mangeais plus du tout, en fait ? Si. Tu mangeais ? En fait, moi, je suis végétalienne. D'accord. Mais je mangeais en gros ma galette de soja et mes légumes. Basta. Ok. C'était ça midi et soir. Et le matin, c'était un peu de flocons d'avoine avec 2 litres d'eau à peu près, tu vois. Ok. C'était que ça. Parce donc, que tu te restreignais toi, en fait, du coup, à ce niveau-là ? Enfin, dans le sens où voilà. quand tu dis tu bois 2 litres d'eau, du coup, c'était dans un but de te dire je bois 2 litres d'eau, comme ça je ne mange pas ? Comme ça, bah, je remplis mon estomac. J'ai plus la sensation de faim. Et donc, du coup, bah, ça me permet de continuer la journée jusqu'au midi. Le midi, c'était pareil. Je mangeais mes légumes et ma portion de soja. Je buvais, je sais pas combien de litres d'eau, jusqu'au soir, et ainsi de suite. Et en fait, petit à petit, ton corps s'habitue. Et au bout d'un moment, tu ressens même plus la sensation de faim. Tu t'alimentes le minimum parce que tu sais qu'il faut manger un minimum, quoi.
Et comment tu l'as remarqué du coup que tu étais devenue anorexique? C'est des proches qui te l'ont fait remarquer? Toi, tu le ressentais pas du tout justement? Tu disais Alors, je mange ça, c'est normal? Moi, au départ, je disais, bon, bah non, c'est normal. Enfin, franchement, je vois pas où est le problème. C'est ça le problème de la personne anorexique, c'est que tu ne vois pas. Donc moi, je dis, bon, non, je vois pas où est le souci. Non, enfin, voilà, non, je vois pas. Non, non, non. Et en fait, au boulot, on me disait, non, Lulu, tu feras attention parce que tu commences à être vraiment mince. Puis moi, j'étais là, je dis, oh, bah non, au contraire, moi, je trouve que je suis bien. Puis ainsi de suite. Mes parents, pareil. À chaque fois que je rentrais chez mes parents... dis donc, Lulu, tu feras attention quand même, tu commences vraiment à être maigre. Ma famille, pareil, mes amis, la même chose. Enfin, c'était vraiment plein de petites réflexions comme ça, à droite, à gauche. De moi, dans le déni total, en me disant, bah non, bah non. Puis en plus, je voyais les kilos sur la balance qui descendaient, donc pour moi, c'était la Une victoire comme à tu chaque disais. fois. Mhm. À chaque fois, je disais, oh, trop bien, oh, trop bien, oh, trop bien. Et il y a 1 an et demi de ça, je suis partie en Copenhague, parce qu'avec mon boulot, en fait, on a des nuits gratuites par an dans chaque hôtel du monde. Et du coup, je suis partie à Copenhague toute seule. Et en fait, il y a un énorme miroir dans la chambre. Et je me suis vue en sous-vêtements. Et là, ça a été... Waouh! T'as pris une claque là? Je me suis prise une énorme claque. J'ai découvert un cadavre. J'avais les os des hanches qui saillaient, les coudes pareil, les genoux la même chose. Puis après, je me suis dit, bon, bah, ouais, je suis peut-être mince. Tu vois, ça a été le début du déclic. Et après, 2 semaines après, je suis partie 1 semaine en vacances avec des copines à Uzès. Donc là, c'est pareil, mon maillot de bain. On a pris des photos de nous trois, on était sur le bord de la piscine, on était bien. Et il y a eu d'autres choses qui faisaient que je me disais que ça allait pas. J'avais tout le temps froid. Alors que l'année dernière, quand on est parti, il faisait 35, 40. Les filles, elles étaient en eau tout le temps. Moi, j'avais tout le temps froid. Déjà ça. Sur les photos, je suis pâle, mais vraiment blanche. Blanche immaculée, tu vois, c'est vraiment le truc. Et hyper, ultra, méga mince. J'ai un maillot de bain que j'ai là dans mon placard. C'est du 32, je flotte dedans. Et ça a été le second déclic où je me suis dit, mais il y a encore un souci, quoi, c'est pas possible. Tu t'étais jamais vu du coup comme ça dans le miroir jusqu'à l'hôtel de Copenhague? T'as pas de miroir Non, trop chez j'ai toi? pas Du de coup grand miroir et je fuis les miroirs en fait. D'accord. Ça c'est un autre truc qu'on a aussi certaines anorexiques, c'est que tu fuis le miroir. Tu veux pas te voir en fait. Donc moi j'ai mon miroir dans ma salle de bain où je me vois juste en dessous du cou et c'est tout, je vois plus rien. Okay. Et en fait donc c'est arrivé comme ça. Et quand on est rentré d'Uzès, le matin en me levant, j'ai mes jambes, elles ont dit bah stop, ça suffit. Donc je suis tombée et j'ai galéré pour me relever. Du coup, j'ai appelé ma médecin. Quand ma médecin m'a vue, elle m'a dit bah là c'est plus possible. Elle dit stop, on arrête quoi. Elle dit ça suffit les bêtises, faut arrêter. Enfin, elle voulait me faire interner à Sainte-Anne. Enfin voilà, donc elle m'a dit là maintenant on arrête, c'est arrêt maladie, suivi psychologique. Elle dit là je vous mets en arrêt. Vous rentrez chez vous. Donc je suis rentrée chez mes parents tout de suite après. J'ai passé 3 semaines chez eux, je crois. Et on a eu une discussion ensemble pour parler de ça. Et je sais qu'eux, ils me soutiennent maintenant. Mmh. Et j'ai pris conscience de tout ça. Quand je suis rentrée, j'ai demandé à ma maman qu'elle me fasse des photos de moi en sous-vêtements pour voir l'évolution, en fait, de quand j'étais ronde, quand j'ai commencé à perdre du poids, quand j'ai atteint le fond. Et là, maintenant que je remonte, en fait. Ça a duré combien de temps, justement, cette période où tu penses être devenue, du coup, malade à ce moment-là? Donc, de passer d'une femme ronde à anorexique, ça a duré combien de temps jusqu'au déclic enfin, pas le déclic, du coup, mais jusqu'à ce moment avec le médecin? 3 ans 3 ans et demi, à peu près. Ouais. Ok. 3 ans. Moi, je dirais à peu près 3 ans et demi, ouais. Et là, ça fait, du coup, 1 an et demi que j'ai réagi. Et ça fait 1 an et demi que j'ai touché le fond de la piscine. Ça, c'est l'exemple de ma maman. Tu nages, tu coules. Et une fois que tu as coulé, bah, tu atteins le fond de la piscine, hein, tu peux plus creuser. Hein. Donc là, bah, tu es obligé de taper du pied pour remonter à la surface, puis respirer. Donc là, je suis en phase... je remonte à la surface et respirer après pour pouvoir remonter, quoi. Ok. Et on t'avait pas décelé de carence, du coup, en 3 ans? Non, parce que j'ai toujours su me supplémenter.
Donc j'ai vraiment joué là-dessus comme il fallait, quoi. Petite pause, on a le propriétaire de Lucie qui est en train de lui apporter des papiers. Ce n'était pas prévu, mais ça arrive bel et bien. Petit break. Désolée, je suis là. Petit break. Du coup, non, on parlait des carences. Non, j'en ai pas eu une seule. Pas de carence, du coup. Pas eu une seule, C'est non. incroyable. Parce que, en fait, j'avais tous les... J'avais quand même de la protéine que j'apportais parce que je faisais énormément de sport. Ok. Mais vraiment énormément de sport. Donc, j'apportais des protéines végétales en parallèle un petit peu et qui sont renforcées en acides aminés, en vitamines, ce genre de choses. Donc, du coup, zéro carence. C'est fou ça, ni en fer, ni en rien, genre. Rien du tout. Parce que je mangeais énormément de légumes. Donc, j'apportais tout ce qui était fer, calcium, magnésium. Je pouvais manger une salade entière, un brocoli. Enfin, tu vois. Donc, du coup, j'avais vraiment aucune carence. Ok. Et donc là, tu décides de te prendre en main avec donc tes parents qui te soutiennent, Ouais. des amis aussi, j'imagine, autour Ouais. de toi. Ouais. C'était quoi un peu leur réaction là quand ils ont vu que tu étais en train de taper le fond pour remonter là? La fierté. Tout le monde m'a dit qu'ils étaient fiers de moi, de me battre pour m'en rendre compte, de m'en être rendu compte seule, finalement. Parce qu'il y en a certaines, elles sont obligées d'être internées de force pour pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai jamais voulu. J'ai jamais voulu. Et le fait de travailler seule, de pas avoir l'aide, j'ai l'aide de mon médecin, ma psy quand même pour être là, ma famille. Mais en gros, je fais le travail toute seule. Donc toute seule, je me mets des objectifs tous les jours en me disant bah tu vas manger telle quantité de pâtes, tu vas manger telle quantité de machin, tu vas te forcer à manger un carré de chocolat. Mon premier carré de chocolat que j'ai mangé, c'était l'année dernière avec ma maman. Elle était obligée de le couper, tu vois, un petit carré éléphant, elle était obligée de le couper en 4 pour que je puisse le manger. Parce que pour moi, c'était une torture pas possible, quoi. Mais finalement, je l'ai mangé et bah, je me suis dit, bah, ça m'a pas tué, quoi. Pourquoi c'était une torture du coup de manger ça? Parce que pour moi, le sucre, ça fait grossir. Voilà. Ok. J'ai des aliments, on va dire, qui ont été tabous. Le sucre notamment. Donc tout ce qui est chocolat, gâteau, ce genre de choses par exemple. Mhm. Le riz, les pâtes Tous les féculents et les quoi. pommes de terre. Et le pain. Alors ça, mon Dieu, le pain, c'est... Oi, oi, oi. Et ça aujourd'hui, tu arrives à te mettre des petits objectifs petit Ouais. à petit, à te dire ok, je me remange un Ouais, petit bout ouais. de pain. ou- C'est ça. Donc je me reprends des petits pains, tout ce qui est pain complet, pain aux céréales, ce genre de choses. Là, Mhm. maintenant, ça passe. Riz, pommes de terre, j'y arrive pas. J'en mange un petit peu, mais c'est vraiment une galère. C'est un blocage pas possible. Les pâtes, par contre, ça maintenant, c'est bon. C'est acquis, ça va. Ok. Petit à petit. Mais par contre, je pèse tout. Tu pèses tout ce que tu fais. Tout. Ouais. Ok. Et là, t'as repris du poids, tu t'es senti ces derniers temps. Ça date de quand? C'était à quelle date là dont on se parle, ce moment avec entre le médecin, ta maman là? C'était à combien de temps? C'était en juillet 2019. Ok, donc ça fait 1 an et demi. Donc ça fait 1 an et demi, ouais. Ok. Ouais. Et entre-temps, bah là, en 1 an et demi, j'ai repris 6 kilos. Parce que pour être honnête, je suis descendue à 39 kilos. Ok. Et tu mesures un. 1m67. Ok. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Bah ouais, tu m'étonnes. Puis quand tu t'habilles, bah, dans les magasins, tu vois les dames qui te regardent. Et tu vois dans leur regard que ça dérange. Tu vois. Donc t'es obligé de t'habiller aux 16 ans. 14, 16 ans. Sauf que bah, c'est sympa, mais t'as souvent les jambes qui sont trop longues. Donc t'as le pantalon qui est bien au niveau de la largeur, au niveau de la hauteur. Et voilà. Et puis dans la rue, le regard des gens. Monter des escaliers, ça devient une épreuve pas possible. Donc, tu vois, le métro à Paris. Monter les marches du métro. Oh, obligé d'avoir l'aide des copines pour pouvoir marcher. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Mais t'as quand même tenu un sacré moment avec ça, du coup. Ouais. T'as quand même tenu 3 ans, tu J'ai disais. tenu 3 ans, ouais. J'ai tenu 3 ans. Puis au bout d'un moment, bah, t'as des douleurs articulaires qui arrivent. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux, les cheveux qui tombent. Donc, Ah, c'est une vraie maladie, comme tu l'as annoncé au Ouais, tout début. Hein. c'est ça. C'est une vraie maladie que les gens ne soupçonnent pas forcément. Et pourtant, moi, j'ai été dans une association d'aide aussi, qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai vu des personnes obèses. C'est la même chose, mais totalement l'inverse. Il y avait un monsieur, au départ, je lui disais, bah moi, je mange 10 grammes de pâtes crues par jour. Elle me dit, bah non, mais moi, c'est 1 kilo par jour. Ouah,
Là, ça fait vraiment... Et c'est des maladies qui sont tabous et insoupçonnées, on va dire. Ouais, parce que les gens, comme tu disais tout à l'heure, et comme toi au tout début, t'es beaucoup dans le déni. Ouais. Que ce soit de l'anorexie ou de la boulimie, c'est le genre de truc que tu veux pas admettre, en fait. Non, C'est des choses qui c'est sont tout à trop fait dures, ça. en fait, à admettre. C'est tout à fait ça. Et en plus, t'en parles pas parce que généralement, t'en souffres parce que tu t'isoles. Tu vas plus au resto, tu sors plus. Les repas de famille, c'est très, 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 très compliqué. Dès que tu maîtrises pas, en fait, c'est panique à bord. Tu vois, c'est le freak control, comme ils disent bien les Anglais. C'est un autre aspect de l'anorexie, de ce genre de maladie, c'est tout contrôler. Pourtant, tu faisais beaucoup de sport, du coup, comme tu disais. Énormément. Et l'hyperactivité, parce que l'hyperactivité, t'élimine. Ouais. Voilà. Donc en fait, quand moi je suis tombée vraiment au plus bas, je devais être à peu près à 600-700 calories par jour. J'en dépensais de 1400-2800. Entre le boulot, le sport, aller marcher. Voilà. Tu faisais quoi comme sport? Je suis en salle de sport à Saint-Maur, là. Et tout ce qui est muscu, j'allais courir, faire du vélo. Quand je rentrais chez moi, je prenais les rollers. J'allais le long du canal de Bourgogne. Enfin, tu vois, c'est tout le temps du sport. 7 jours sur 7, bien entendu, hein, pas de repos. Mm-hmm. Tout rentabilisé. Je pouvais pas rester chez moi à rien faire. S'il y avait rien à faire, je prenais le sac, j'allais marcher. C'était tout le temps comme ça. Tout le temps. Ok, il fallait que tu brûles, quoi. Il fallait que je brûle, en permanence. Tout le temps. Ouais. Ok, donc là, maintenant, ce que t'as fait, c'est que tu t'es remis des nouveaux objectifs. Ouais. Donc, t'essaies de remanger petit à petit, un peu plus, des choses que tu mangeais pas. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as fait, du coup, à côté? Ralentir le rythme. Ralentir le rythme, notamment le sport, là, comme tu dis et tout. Notamment le sport, ouais. Ouais. Le sport, je suis à 5-6 séances par semaine, mais beaucoup plus light, déjà. Déjà, mon coach, il m'a dit stop Lulu, ça suffit. Donc, à la salle, dès que je charge un peu trop, dès que je fais un peu trop, il me dit stop. Tout de suite, il me dit tu t'arrêtes, ça suffit les conneries. J'ai plus le droit de courir. Dès qu'il me voit sur un tapis de course et tu descends, puis t'arrêtes tout de suite. Je me suis mise au yoga. Ça m'aide énormément. Très bon, ça. Ouais, ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est respiration, étirement, souplesse. Ça me fait un bien phénoménal. Et je me force à lire tous les jours. Poser sur mon canapé, un livre, une bouillotte, mon plaid, un thé, peu importe. Et je me force à faire ça tous les jours. Avoir au moins 1 heure de répit où je ne fais rien. Ok. Et là, tu y arrives depuis 1 an et demi? Ouais. J'y arrive. Mais il faut quand même que je bouge dans la journée. Ouais, normal. Mais j'y arrive et je me force à avoir une journée où je ne fais rien. 0 sport. Pas de yoga, pas de marche, pas de course à pied, pas de rien. 1 journée par semaine, je me force à faire ça. Et j'avoue que c'est plutôt agréable. Et là, journée du coup... Netflix, c'est pas désagréable. Ah bah, on adore. Hein. Le dimanche sous la pluie, Netflix and and chill, ça, ouais. on adore. C'est tout à fait ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, tes parents, là, ils voient justement l'évolution. Tu me Ouais. parlais du coup de fierté de tes proches. Oui. Là, au mois de juillet, je suis partie en Bretagne avec eux. Et ils m'ont dit des choses qui m'ont énormément touchée. Je pense qu'ils m'auraient jamais dit, surtout mon papa, qui m'aurait jamais dit comme ça. Même la dernière fois, je suis rentrée chez eux, il m'a dit qu'il était fier de moi, de voir que j'avais repris du poids. Même s'il m'a dit, il y en a pas gros hein, quand même. Hein. Mais il m'a dit qu'on voyait la différence par rapport à il y a 1 an. Et ils sont fiers parce qu'en fait, c'est vraiment... tu te sors de... Le mot est dur, mais tu te sors de la mort, quoi, finalement. Parce que moi, j'ai vu des filles là, dans l'association où j'étais, obligées de marcher avec un déambulateur. Enfin, vraiment, ça faisait mal, quoi, parce que tu te dis, t'as 29 ans, t'as foutu ta vie en l'air, quoi. Et il y en a qui en sont mortes. Donc du coup, moi, j'ai dit, non, j'ai pas envie de mourir, quoi. Hors de question. Ouais, c'est clair. Donc mes parents m'ont dit qu'ils étaient fiers de ça, justement, que je fasse tout pour m'en sortir, quoi. Même s'il y a des fois, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais comme dit ma maman, c'est toujours des pas en avant petit à petit, quoi. Même si tu recules, t'avances quand même un minimum. Donc c'est le chemin, en fait, pour réapprendre à vivre, quoi. Et dans ton entourage, t'avais jamais eu du coup de personnes qui s'étaient rapprochées de ça? Soit du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, l'inverse de personnes boulimiques, soit de personnes qui étaient aussi anorexiques. C'est quelque chose que t'as... Non, jamais. Après, j'ai toujours eu ma grand-mère qui, j'entendais faire des régimes, les Weight Watchers, les machins, les bidules, les trucs comme ça. J'ai toujours eu une famille de bons vivants. Je viens d'une famille d'agriculteurs.
Donc j'ai toujours eu des gens bons vivants, mais ma grand-mère, c'est vrai que j'ai toujours entendu parler de son poids tout le temps, en permanence. Est-ce que ça a influencé ? Je sais pas trop, tu vois, je sais pas. Après, moi j'ai toujours eu ma sœur et ma maman en modèle physique. Elles ont toujours été très sportives. Ma sœur est pompier, donc elle est très sportive. Ma maman, elle partait plusieurs jours sur des raids sportifs, donc c'est pareil. Solide. Alors que moi, j'étais à l'époque une grosse loque dans ma chambre, sur mon lit, à passer mes journées devant Futurama. Enfin, c'était vraiment l'opposé digne de l'ado américaine, tu vois. Avec le coca, le popcorn, l'opposé total. Puis finalement, quand je me suis reprise en main, j'ai découvert que c'est vachement agréable, le sport. Puis quand tu commences à avoir les abdos dessinés, que tu vois que tu te plais, quand tu te mets en maillot de bain, quand je faisais un certain poids, que tu vois que tu plais aussi, c'est pas désagréable non plus. Puis en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Tu rentres là-dedans et puis... Ah, c'est une vraie drogue, le sport. Hein. Ah ouais, non mais c'est un truc de malade. Ouais. Ma maman qui me dit de ralentir le sport maintenant, pour moi, c'est le monde à l'envers, quoi. Alors qu'elle, c'est une droguée du sport, quoi. Donc pour dire à quel point j'en étais arrivée au niveau dépenses énergétiques, quoi. Et t'avais pas eu trop, tu disais qu'à l'époque t'étais ronde mais t'étais pas trop ronde, est-ce que t'avais eu des remarques qui aussi justement peut-être t'avais toi à un moment donné un peu cassé, t'avais fait du mal et t'avais fait dire à un moment donné je vais perdre du poids et puis je vais pas rigoler avec ça, tu vois? Des remarques peut-être pas trop, mais surtout quand tu vois des tailles de jeans, malheureusement les réseaux sociaux, tu vois, quand tu mets un jean, tu mets du 44, 46, dans les magasins on dit ça, faudra peut-être prendre la taille au-dessus. Voilà. Là, ouais, ça fait mal, c'est des petites réflexions comme ça. Tu vois des mannequins un peu partout, les comptes fit sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Et toi, tu te dis, merde, en fait, moi, je suis pas comme ça. Enfin, voilà, quoi. Et c'est peut-être ce genre de petites images qui font que j'ai eu à un moment le modèle de la parfaite Eva Longoria, ou tu vois, des trucs comme ça. Et, parce que des modèles que tu te mets. Inconsciemment, on se compare tout le temps. Les réseaux sociaux aujourd'hui, pour ça, c'est une calamité. C'est une catastrophe, ouais. Franchement, c'est une catastrophe. Après, à nous de faire la part des choses aussi, d'être intelligent. Moi, j'avoue que je suivais des comptes, je m'en suis désabonnée parce que ça prenait des choses. J'ai dit, mais non, quoi. Enfin, ça va trop loin. N'importe quoi. Ok. Voilà, écoute, sacrée histoire. En tout cas, ça fait plaisir de voir que t'es sur une pente ascendante, du coup, maintenant. Ouais, déjà, tu vois, mon gros succès, c'est mes cheveux, quoi. J'ai les cheveux qui repoussent, comme les gamins. C'est vraiment un truc, pour moi, c'est magique, quoi. Ça repoussait plus, du coup ? Non, je les perdais même. Ah ouais ? Je les perdais par poignée. Ok. Alors que maintenant, là derrière mes oreilles, j'ai une collègue qui me dit j'ai du petit duvet comme les bébés. Parce que ça repousse, donc ça revient, ils sont à nouveau beaux, enfin... C'est ma grosse fierté, ça. C'est ouf. C'est des petites étapes, petit à petit, comme ça, je vois la différence, quoi. Ouais, ce qu'on se disait l'autre fois, c'est step by step. C'est ça, ouais. Faut pas se mettre des objectifs trop forts tout de suite, mais il faut savoir où on va et faut être résilient, ce que t'es, du coup. Et ce qui est ouf, c'est que ça me fait trop plaisir que tu viennes en parler parce que, on l'a dit juste avant, il y a sans doute beaucoup de gens, je sais pas si ceux qui écouteront en font partie, mais qui sont peut-être atteints de cette maladie, que ce soit du coup de l'anorexie ou de la boulimie, et qui osent pas en parler et qui osent pas accepter en fait le fait d'être malade. Et donc c'est génial que toi aujourd'hui là tu viennes et que tu sois rayonnante et que t'en parles encore une fois avec beaucoup de recul et que tu nous parles justement des objectifs que tu te fixes aujourd'hui, parce que ça peut paraître totalement loin du quotidien de beaucoup de gens, mais c'est malheureusement aussi le quotidien de beaucoup d'autres en fait. Donc c'est ça, je pense que c'est une maladie, il faut savoir en parler, il faut qu'elle sorte de l'ombre, parce que c'est une maladie, il faut arrêter de dire l'anorexie, c'est une maladie de gamin, c'est débile, c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu, il y en a qui en meurent, donc faut pas prendre ça à la légère, quoi. Et en parler, franchement, ça fait énormément de bien. Et j'avoue que moi, ça fait partie de la thérapie aussi, finalement, d'arrêter de se cacher derrière cette chose, quoi. Et en parler là, je pense que si ça peut aider du monde à réagir, allons-y, quoi. Mettre des mots sur des mots, comme j'aime bien dire. Ouais, tout à fait. C'est un peu ça. Tout à fait ça, ouais. C'est important d'extérioriser sa pensée et de mettre les choses à plat, en fait, pour être après un peu en phase avec soi-même et se dire, ok, là, je l'ai dit, donc je le pense, en fait. Oui. Donc je vais le faire. C'est ça. C'est tout à fait ça. Trop cool. Et au top, c'est super, Lucie. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, du coup. De rien, avec plaisir. Et puis, on va pas déroger à la règle, hein. On va passer aux gentilles et fameuses questions pour la mention. Ouais.
Question pour la mention. Avec du coup, comme d'hab, la première question, Lucie, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Alors ça, je vais demander de l'aide, comme j'avais dit un petit peu en aparté. Le pouvoir d'écoute, on m'a dit, qui est très important, surtout en ce moment avec la situation actuelle, on va dire. La générosité. Savoir donner, pas forcément recevoir, mais savoir donner. Et on m'a dit aussi peut-être générosité, altruisme. Ok. Ça, c'est des choses liées, qui sont liées, mais je pense que ça peut être très intéressant, surtout en ce moment. Donc écoute, générosité et altruisme. Ouais. Ça, c'est les gens qui te l'ont dit ou c'est toi qui le penses du coup, vraiment ? Générosité, je pense. Altruisme, on me l'a dit. Parce que c'est des trucs. Et pouvoir d'écoute, je pense que c'est un peu des deux. Moi, et j'ai demandé. Ok. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est validé. Je réfléchis, il y a eu des petites... Il n'y a jamais eu les 3 mêmes, encore une fois. Hein, c'est ça qui est drôle avec cette question. Mais on retrouve un peu encore cette générosité. Ouais. L'écoute, hyper important, d'accord. Ouais. Trop bien. Ok, on va passer à la prochaine question, du coup, Lucie. C'est non, ça, je l'ai déjà posé, donc je vais essayer de dire autre chose. Est-ce que tu as un film, une série, un livre, toi qui lis beaucoup, du coup, tu nous as dit, que tu as adoré et que tu aimerais conseiller ? J'ai beaucoup aimé, comme beaucoup de monde, les 4 accords Toltec, qui m'aident énormément, que je me rappelle tous les jours. C'est vraiment quelque chose... Je le recommande, franchement. Apprendre et à laisser, parce qu'il y a beaucoup de religion dedans, un petit peu, donc ceux qui sont pas intéressés, bon bah voilà. Mais il a des valeurs qui, moi, me sont propres, je pense. Donc c'est vraiment quelque chose... un livre que je recommande, ouais. 4 accords Toltec. Tu sais les citer, les 4 ? Ne fais pas une affaire personnelle. Ouais. Ne pas faire de suppositions. Il y en a les 2 autres. Faire toujours de son mieux, je crois. Faire toujours de son mieux. Ouais. Et... Oh, je sais plus le 4e. Une parole impeccable, je crois. Que ta parole soit impeccable. Ouais. C'est et ça. Ben voilà. Si les gens nous écoutent, mettez ça en place. Oui, toujours se le rappeler. Ouais, non, c'est cool. C'est un bon livre. Comme tu dis, il y a Apprendre ou à laisser clairement dedans, mais c'est un bon bouquin. Je l'avais lu aussi à l'époque, il y a quelques années, et j'avais retenu du coup ces 4 accords, qui sont assez vrais en fait, à adapter en chacun de nous. Et la dernière question, Lucie, c'est quoi ton prochain objectif ? Retrouver la paix et revivre. Ce que tu es déjà en train de faire du coup, ouais. Petit à petit. Ouais, petit à petit, mais c'est vraiment un objectif, on va dire, plus atteignable, qui paraît stupide, on va dire, peut-être pour certains. Aller au resto. Aller au resto. Ouais. Et un certain poids que tu t'es fixé aussi de retrouver ? Je m'en cache pas, hein, donc je suis descendue à 39 kilos. Là, en ce moment, je fais 45 kilos. L'objectif, c'est de monter pour retrouver un poids de santé normal. Par rapport à ma taille, ce serait 52. Ok. Voilà. Encore donc 7. j'ai encore 7 kilos à prendre pour retrouver un corps de femme de mon âge, on va dire. Ça va le faire petit à petit. Mais oui, j'ai déjà réussi à prendre 6 kilos. Grave. On est à moitié du chemin. Voilà. Trop cool. Et petit rituel de fin, Lucie, est-ce que tu peux nous résumer tout ce qu'on vient de se dire là, depuis la dernière demi-heure, en une phrase ? Accepter de l'aide. Accepter de vous faire aider. Trop ne bien. pas avoir honte. Eh ben, t'as bien raison. Magnifique phrase de fin. Merci beaucoup, Lucie, pour ce super moment et super témoignage. Ouais. Et je peux que te souhaiter le meilleur pour la suite, beaucoup. même si t'es en bonne voie et tout, donc ça fait plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Salut. Au revoir. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.